Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission, en cette première émission de l'année. Bonne année 2019. J'espère que vous avez tous et toutes pris de bonnes résolutions, des résolutions positives pour vous, pour votre avenir professionnel, pour votre avenir personnel, pour votre santé. Et on s'espère aussi un bel avenir comme société. C'est le but de cette nouvelle émission. Vous me connaissez sans doute, vous m'avez entendu à l'émission Économie et Société qui était diffusée à tous les vendredis de 11h30 à midi. Pardon, plutôt de 11h à 11h30. Je me mêle dans mes heures. De toute façon, ce n'est pas bien grave car cette émission est désormais terminée. Maintenant, vous aurez le double de bonheur par semaine, mais désormais le lundi dans cette case horaire, c'est-à-dire du lundi de 11h à midi. Aujourd'hui, on va parler plutôt, il n'y a pas de plutôt, mais on va parler néanmoins de une question très large, mais néanmoins épineuse, néanmoins pointue, et qui est de finalement, où en est le monde aujourd'hui en 2019, cette année qui s'entame, cette année qui commence. Est-ce qu'on peut se réveiller en 2019 de bon pied ou est-ce qu'on doit plutôt être pessimiste sur ce qui s'en vient? 2018, il y a eu beaucoup de bouleversements. En fait, les dernières années, il y a beaucoup de bouleversements. On a l'impression que c'est un monde qui est en train de changer, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça ne l'est pas? Qu'est-ce que ça veut dire surtout? Parce que comme Spinoza le disait, l'important c'est de comprendre, bien plus que de juger, que de condamner ou d'encenser, c'est de comprendre. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'aurai donc David Leroux, qui est auteur du récent essai Anesthésie générale. David Leroux, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Merci. Et j'aurai également Éric Martin, également essayiste, auteur du livre Un pays en commun, mais est aussi professeur de philosophie au cégep de Édouard-Montpetit. C'est ça. Merci Éric Martin d'être là. Ça fait plaisir, merci. Alors, mais avant ça, on va pouvoir compter également sur une belle équipe de chroniqueurs qui seront avec nous. On va commencer dans quelques instants avec la chronique Actualité avec Amélie Gamache. Alors, rebonjour, Amélie Gamache, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, M. Savard-Tremblay. Oui, alors Amélie Gamache, journaliste, qui va nous parler pour cette première chronique actualité, étant donné que les nouvelles ne sont pas reparties de plus belle, si on peut dire. Alors, on va parler plutôt de quelques faits qui attirent votre attention, que selon vous, il va falloir surveiller de très près l'année prochaine. C'est un passage obligé à suivre en début d'année. Oui, effectivement. D'abord, on va commencer par le gouvernement Legault parce qu'il a tellement promis dans la campagne, ça va être à suivre. Est-ce qu'il va réussir à rendre tout ça? Tout d'abord, premièrement, le mode de scrutin, il avait promis dans la campagne électorale, il s'est engagé à présenter dans sa première année au pouvoir un projet de loi pour réformer le mode de scrutin. Il avait même parlé du 1er octobre, donc on devrait vraiment avoir des nouvelles là-dessus. On sait qu'il avait fait une entente avec le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti vert du Québec pour aller vers un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Donc, c'est sûr que ça va être à suivre. Est-ce qu'il va livrer ou il va faire comme Justin Trudeau et plusieurs autres avant et changer d'idée? Surtout qu'on sait que le Parti libéral s'opposait au projet. Donc, pour moi, ça va vraiment être un des gros dossiers à suivre cette année. Il y a également l'épineuse question, c'est le cas de le dire, des signes religieux. Oui, épineux, c'est le bon terme. En effet, on sait qu'il avait aussi promis qu'il déposerait un projet de loi pour interdire les signes religieux pour les personnes en position d'autorité. Donc ça, policiers, gardiens de prison, juges. Lui, par contre, il rajoutait les enseignants. Donc ça, évidemment, ça fait beaucoup parler. Il y a des gens qui demandent une clause de droit acquis pour ceux qui sont déjà enseignants, qui pourraient garder leur voile. Il s'était montré opposé au début. Finalement, après ça, il avait comme ouvert un peu la porte. Donc ça va être à suivre. Oui, ça paraît très bien. Je sais que c'est la grosse demande du PQ. Donc, ça paraît très bien. Il montrerait qu'il a voulu tendre un peu la main aux volontés de l'opposition, qu'il a réfléchi. Ça paraît très bien s'il serait allié à la clause de droits acquis. Ah oui, ça, en effet, il va falloir qu'il tende la main après les chicanes des derniers mois. Ça, c'est sûr. Sinon, il y a une grosse promesse qu'il avait faite, c'était l'implantation des maternelles à 4 ans. On sait qu'il avait même dit qu'il était prêt à démissionner là-dessus. Il s'était promis pour c'est 80 000 enfants, mais on parle quand même d'ici 2022. Il avait promis d'en créer 220 classes déjà cette année. On sait qu'il y a beaucoup de gens, les études qui sont sorties, ils disent que finalement les CPE c'était mieux. Donc ça va probablement créer aussi un gros débat cette année. Et il avait aussi promis qu'il ferait de la détection précoce pour les difficultés d'apprentissage.
Donc, entre autres, là, dans les garderies, les CPE, avoir un cahier de suivi. Ils voulaient faire une équipe de spécialistes là, qui allait rencontrer les gens sur le terrain. Donc, ça aussi, ça risque de beaucoup faire parler cette année. Là. Oui, puis il y a aussi les fameuses commissions scolaires sur lesquelles on casse tant de sucre depuis si longtemps. Oui, en effet, lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est transformer les commissions scolaires en centres de services. Donc les commissions scolaires n'existeraient pas. Ce seraient des équipes écoles qui appellent, dans le fond, ce seraient des enseignants, des membres de la direction, des parents qui rempliraient un petit peu là, leur rôle qui était occupé par les commissions scolaires. Ça, la majorité des gens ne connaissent peu les commissions scolaires. En fait, à part ceux qui ont des enfants, bien sûr. On sait qu'en 2014, les taux de participation étaient très, 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 très bas. Même au niveau des francophones, là, c'était en bas de 5%. Donc, peut-être ça va un peu moins déchaîner les passions. Du côté francophone, en tout cas, parce que du côté anglophone, là, il y a le directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones là, qui avait dit qu'il était même prêt à aller jusqu'en Cour suprême. Le taux de participation du côté anglophone est un peu plus élevé. Là. Donc, ça va peut-être ramasser même en cours là, si on va dans cette voie-là. Là. Donc, ça, c'est sûr que est-ce que M. Legault va revenir là-dessus? Il avait l'air bien décidé. Ça va être à suivre cette année aussi. Là. On a aussi une élection fédérale qui s'en vient. Ah oui, élection fédérale, donc M. Trudeau qui a pas eu une année facile, hein, cette année. on a beaucoup ri de son voyage en Inde. Il y a eu l'achat de Trans Mountain qui a fait beaucoup parler aussi. Donc les derniers sondages là, qui sont sortis en décembre, en général, M. Trudeau était encore un petit peu en avance par rapport aux conservateurs d'Andrew Scheer, mais dans la marge d'erreur, là, on parle de 35,2 contre 34. Là, c'était quand même une grosse chute de juste par rapport à quelques mois avant où il caracolait autour des 40%. Donc, est-ce que cette chute-là va se poursuivre? On sait qu'Andrew Scheer marche très, très bien dans l'Ouest. Hein. Les conservateurs... dans tout ce qui est Alberta, Saskatchewan, Manitoba, là, ça cartonne. Là, même le Parti libéral est pratiquement rayé de la carte. Par contre, dans l'Est, dans les provinces maritimes, là, à ce moment-là, les libéraux sont encore très forts. Donc, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Ça va être encore à voir. Surtout qu'on sait que Jack Mitzing il a encore un petit peu de misère à passer. Hein, ce qui va réussir à vraiment causer une surprise, là, comme M. Layton avait fait à l'époque. C'est à douter. Ça va être à suivre cette année, mais on va souhaiter à M. Trudeau qui a eu une meilleure année en 2019 qu'il a eu en 2018, en tout cas. Ça, il y a un nouveau chef au Bloc qui est prochainement aussi. Oui, c'est ça. Ben là, pour le moment, il y a Yves-François Blanchet là, qui est officiellement candidat, qui a eu l'appui de la majorité du caucus, du Forum jeunesse, de l'instance du Bureau national. Quand même, il a l'air bien en selle, mais il y a Jean-Jacques Nantel qui a un bulletin de mise en candidature, donc qui risque peut-être, là, il y a jusqu'au 15 février là, pour officialiser sa candidature, qui risque peut-être lui être associé un peu plus, selon certains, là, à la droite. On va voir ce que ça va donner comme débat. Dans tous les cas, le 24 février, c'est le congrès de refondation du parti. Donc, si jamais il y a une élection, ça va être là. Sinon, ben à ce moment-là, M. Blanchet serait élu par acclamation, dans le fond, là, le 15 janvier, vu que c'est la dernière journée. Là. Aux États-Unis aussi, Amélie Gamache, le président Trump aura maintenant une Chambre des représentants qui est contre lui. Ben oui, c'est ça, depuis le début du mois, en fait, là, c'est les démocrates qui ont pris le contrôle de la Chambre avec Nancy Pelosi, là, qui est la nouvelle speaker. Donc, on sait que là, présentement, il y a une grosse crise, là, il y a pas d'accord sur la loi budgétaire. Le gouvernement est complètement paralysé, là, c'est la 3e semaine, déjà 4e même, je pense. Donc, M. Trump, là, s'est récemment dit prêt à faire durer le shutdown là, des semaines. Il a même dit des mois, des années. Lui, il veut absolument son 5 milliards là, pour faire financer le mur. Donc, c'est sûr que là, ça va être des gros conflits. Lui, il n'a pas l'air de vouloir du tout reculer là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Il contrôle toujours le Sénat, ceci dit, mais c'est sûr que ça va être un gros dossier à suivre. Surtout que là, il y a une élection qui s'en vient, hein, donc il va y avoir beaucoup de... Les candidats à l'élection, dans le fond présidentiel de 2020, c'est pas encore les partiels cette année, mais c'est sûr que des intéressés vont commencer à être annoncés. Là. Il y a déjà quelques noms là, qui circulent. Bernie Sanders qui avait ouvert la porte, Joe Biden qui avait ouvert la porte, le sénateur démocrate de l'État de Virginie, Richard Oyeda, qui a déjà rempli son formulaire, la sénatrice démocrate Kamala Harris. Donc ça va être à suivre aussi. Qui est-ce qui va se présenter là pour les démocrates à la prochaine élection? On devrait avoir une meilleure idée là, dans le courant de l'année. Dans le courant de l'année. Mais, pour terminer, Amélie Gamache, en rafale, d'autres faits, d'autres événements surveillés de plus près? Ah mon Dieu, plusieurs, oui, c'est sûr. Entre autres, il y en a beaucoup qui parlent que cette année, il y en a qui disent qu'on va peut-être vivre une récession. Certains, même chez vous, dans votre dernier article, vous parliez carrément d'une crise économique. Certains sont un peu plus
optimistes, disons, vont parler d'une année économique de transition. Mais en tout cas, dans tous les cas, là, les signes d'une fin de cycle là, sont nombreux. Donc, on devrait avoir un changement de rythme. Là, on va voir ce qui va se passer avec ça. L'endettement atteint tellement des hauts niveaux que ça peut pas avoir d'impact. Sinon, il y a l'UPAC, depuis quelques mois, on en entend très, très peu parler. Donc, on sait que Richard Lafrenière avait démissionné. Le nouveau patron par intérim, là, M. Gaudreau, et en dit encore moins. Donc, l'UPAC devrait avoir un nouveau patron là, cette année qui, si la nouvelle loi devrait être nommée aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Donc, on devrait peut-être avoir un rapport là, qui va être déposé. Là. On va pouvoir savoir finalement ce qui est arrivé là, avec toutes les allégations de financement illégal au Parti libéral du Québec. Et en Europe, Gilets jaunes et Brexit aussi à l'horizon, probablement qu'il va y avoir de nouveaux dénouements là-dessus. Ben oui, le mouvement s'est soufflé un peu, mais quand il y a plusieurs millions de personnes comme ça là, qui s'expriment et qui sont en colère, ça peut toujours reprendre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en train de s'exporter un peu. Hein. Il y a eu des grosses manifestations aussi à Paris, à Marseille, mais il y en a eu aussi au Canada, à Halifax, Winnipeg, Edmonton, Calgary. Donc, est-ce que ça va prendre un petit peu d'ampleur? Il y a eu un mini-mouvement qui s'est créé aussi au Québec. Donc, ça va être à suivre aussi. Puis est-ce que cette espèce de colère-là va s'étendre. On regarde beaucoup, par exemple, dans certaines élections au Brésil, par exemple, le candidat d'extrême droite qui est passé. Est-ce que ça peut avoir un impact là, sur d'autres élections en Ukraine, par exemple, en Algérie, ou même les élections européennes là, qui vont avoir lieu en mai cette année? Est-ce que là, on va voir une petite montée de la droite là, dans ce mouvement de frustration-là? Ça va être à suivre. Merci à Amélie Gamache pour cette chronique actualité. On vous retrouve la semaine prochaine. Ben, merci à vous, puis bonne année. Bonne année. Alors, nous revenons donc avec nos invités Éric Martin, professeur au Cégep Édouard-Montpetit et essayiste, ainsi que David Leroux, essayiste également, auteur du livre Anesthésie générale, publié l'année dernière aux éditions Du Château d'Ancre. Du Château d'Ancre. Une petite maison d'édition qui vient de naître, d'ailleurs. Oui, c'est une maison toute récente, dirigée par Lison Lescarbot, qui fait un très, très bon travail d'édition. Donc, vous êtes satisfait, vous la recommandez aux apprentis auteurs qui nous écoutent? Oui, envoyez-lui vos manuscrits, fiction, essais, politique. Allez-y, elle est très ouverte et elle fait un travail très, très minutieux. Et elle vous a même pas payé pour dire ça en ondes? Non, même pas. Maudit. Alors, vous écoutiez donc le portrait un peu qu'Amélie Gamache nous faisait. J'écoutais les noms et les événements. Brexit, Trump, Sanders, Gilets jaunes. On est ou Bolsonaro, tout ça, on est même plus dans le clivage gauche-droite finalement, on est simplement dans l'insatisfaction populaire qui s'exprime de diverses façons, peu importe la manière, ça s'exprime, puis j'imagine que toutes les solutions ne sont pas bonnes, mais on dirait que tous s'entendent sur le fait qu'il y a un problème. Est-ce qu'on assiste à la fin d'un monde en ce moment, Éric Martin? Mais c'est Gramsci qui disait le vieux tarde à mourir et le neuf tarde à naître. On est dans une période de pourrissement de l'histoire, de décomposition. C'est des phases comme ça où on est mûr, je dirais, pour une autre forme de société, mais malheureusement, on n'y est pas encore passé. Donc, on est dans une société qui est passée date. Le mode de production capitaliste, la crise écologique, tout le monde sait bien que ça ne fonctionne plus, mais on n'a pas développé encore d'alternative à ça. Et donc, c'est, comme on dirait en bon québécois, c'est stallé là. Et ce que ça fait, c'est que ça s'enfonce. Et quand une forme sociale est surannée, dépassée, mais qu'elle continue d'exister, ben, on assiste à ce que j'appelle un pourrissement de l'histoire. D'un point de vue, on pourrait dire hegelien, c'est-à-dire que cette société-là ne peut que s'enfoncer et se desquamer et un peu comme un cadavre en décomposition. Elle va donner lieu à toutes sortes de manifestations de décomposition. Donc, c'est sûr qu'on va assister à une montée du ressentiment et de la colère. Et le problème, c'est que ce ressentiment et cette colère doivent trouver une traduction politique. Et les gauches mondiales sont mal ou peu organisées ou incapables souvent d'offrir cette traduction politique. Et donc, c'est sûr qu'historiquement, ce qui a assuré cette traduction politique dans les dernières années, c'est le populisme de droite, voire même la résurgence de l'extrême droite dans plusieurs pays du monde. On a vu le Brésil. Oui, mais je pense aussi à Aube dorée en Grèce ou à partout, finalement, à toute l'Europe qui voit apparaître des populistes de droite ou d'extrême droite, alternatives für Deutschland en Allemagne. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que face à la faillite de la globalisation
globalisation capitaliste, la colère, le ressentiment vont être traduits politiquement par des mouvements qui vont dire que le problème, c'est principalement l'immigration ou les migrants, et qui vont construire un clivage entre nous, les citoyens nationaux, et eux, les immigrants, alors que, comme le dit Chantal Mouffe, le vrai clivage... Parler de la philosophe belge. Oui, la philosophe belge Chantal Mouffe, qui est connue pour ses travaux avec Ernesto Laclaus, son conjoint qui est décédé, qui a écrit beaucoup sur le populisme de gauche. Ce qu'elle dit, c'est que le véritable clivage, ça devrait être pensé sous la forme d'un rapport, d'un conflit entre nous, le peuple, 99% des gens, quoi, et le 1%, c'est-à-dire l'oligarchie ou l'overclass. Un constat que vous partagez, David Lehoux? Ben écoutez, je crois qu'on peut pas nier qu'il existe quand même dans une nation un clivage naturel entre étrangers et citoyens. Donc, c'est un clivage qui existe et le gommer ne servira à rien. Je crois que le populisme... On parle de citoyens, d'une citoyenneté, mais quand même que ceux qui en font la demande en bonne et due forme peuvent obtenir. Oui, absolument, bien sûr, exactement. Si on passe par les voies régulières, alors je crois que les pays doivent garder le contrôle sur leurs frontières, bien entendu, mais je crois pas que c'est ça qu'Éric Martin dénonce, là. Je crois que le populisme est certainement une réponse à cette fin de cycle, mais j'irai un peu plus... je suis un peu plus spenglerien, si je peux dire, dans mon analyse. Je crois qu'on assiste un peu à la décadence, au déclin de l'Occident, comme le disait Spengler, d'ailleurs, qui célèbre, cette année, on célèbre le 100e anniversaire de la parution de son déclin de l'Occident. Donc, on assiste en réalité à cet immuable déclin civilisationnel de l'Occident. Sur quel plan? Sur tous les plans. Sur le plan culturel, il y a une désintégration culturelle, il y a une désintégration au niveau politique aussi. On peut croire que le populisme est une solution à tout ça. Il n'y a pas de solution. Si on lit Spengler, il n'y a pas de solution au déclin de l'Occident. Les civilisations naissent, grandissent, maturent, sont adultes, éventuellement déclinent, un peu comme un organisme vivant. Et je crois qu'on est vraiment dans le début du déclin actuellement. Donc, on sent qu'il y a des ruptures, hein, des craquements politiques au sein de la société, dans la trame sociale, entre une certaine élite et le peuple, entre... les gens qui désirent que l'économie soit au pouvoir, que l'économisme soit triomphant, et d'autres gens qui souhaitent de plus en plus que le politique soit triomphant. Et il y a une opposition là, qui se dessine entre ces deux titans-là, le titan économie et puis le titan politique, que Spengler associe au césarisme notamment. Là. Donc la venue de César politiques, là, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les populistes. Hein? Bon, on les nomme d'extrême droite. En réalité, le populisme nie un peu le clivage gauche-droite, je crois, en son essence. Là. Donc, quand on parle de populisme de droite ou de gauche, je crois qu'on devrait plutôt parler de populisme tout court, là. Donc, Trump est un excellent exemple de César politique, d'arriver au pouvoir d'un individu perçu par le peuple comme un sauveur. En réalité, Trump règle-t-il les problèmes? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il va sauver l'Occident du déclin? J'en doute fort. Mais c'est cette dynamique-là qu'on va observer, je crois, dans les années à venir, dans les décennies à venir. Là. Éric Martin, une lecture... Ben, je suis un peu en désaccord avec mon collègue sur la question du populisme, au sens où je pense qu'on doit distinguer un populisme de droite et un populisme de gauche. Les deux sont des mouvements qui espèrent d'abord réintroduire la présence du conflit en politique. Après des années de politique qui se voulait consensuelle, ce qu'on pourrait appeler le consensus autour de la globalisation capitaliste néolibérale. Dans les années 80-90, tout le monde était censé s'entendre pour applaudir le libre-échange, et ainsi de suite. Alors maintenant, ce que dit Mouffe, c'est que maintenant, on doit assumer que nous vivons un moment populiste, ce qui veut dire que le conflit revient en politique, et on assume que donc la politique est affaire de polémique et qu'il va y avoir nécessairement un adversaire. La question, c'est qui sera cet adversaire? Les populistes de droite vont dire l'adversaire, ce sont les étrangers, les immigrants qui viennent nous voler nos jobs, ainsi de suite. Alors que les populistes de gauche, eux, vont insister pour dire que l'adversaire, comme je disais tantôt, c'est la classe dominante, c'est l'oligarchie, c'est les riches, c'est le 1%. Donc, il y a quand même une différence majeure. Le populisme de gauche vise l'égalité, vise la souveraineté populaire, alors que le populisme de droite
est tout à fait compatible avec le néolibéralisme. On en a un exemple de manière assez soft quand même, mais sous la forme de François Legault. On pourrait dire que c'est une sorte de populisme de droite soft. Ça n'a rien à voir avec évidemment Bolsonaro ou ce genre de truc complètement délirant, mais quand même, on peut dire que la recette de Legault est assez simple. Sur des questions de mœurs ou de culture, défendre des thèses qui vont plaire au peuple, mais de l'autre côté, au plan économique, défendre des thèses complètement néolibérales qui vont continuer d'enrichir les riches. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, je pense qu'il faut maintenir une distinction entre populiste de gauche et populiste de droite. La deuxième chose... Mais j'aurais envie tout de suite de vous relancer néanmoins. La question de l'immigration, vous dites, elle est présentée, elle est exploitée, elle est utilisée, on tape dessus du côté du populisme de droite. Mais est-ce que le populisme de gauche doit quand même avoir une réponse là-dessus? Absolument, parce que, et ça permet un peu aussi de répondre à une question que mon collègue soulevait tantôt, c'est sûr que aujourd'hui, cette question-là ne peut pas être évitée. Les populations dans le monde qui ont été victimes de la globalisation vivent de l'insécurité culturelle, identitaire. Ils vivent aussi de l'insécurité économique. Ils ont peur de perdre leurs emplois, et avec raison. Ils ont peur de s'endetter. Mais bon. Donc, on peut pas dire aux gens, les craintes que vous avez sont complètement débiles et vous êtes complètement à côté de la plaque. Je veux dire, quelqu'un qui dit ça aux gens qui se préoccupent de ces questions-là en disant qu'ils ont tort de s'en préoccuper, il est dans ce qu'on pourrait appeler le mépris du peuple. Et c'est une vaste erreur. Alors, c'est un grand problème de la gauche, d'ailleurs. C'est un grave problème. Et on voit en Allemagne, par exemple, des mouvements comme Aufstehen, dans lequel est impliqué notamment le sociologue Wolfgang Strick, qui essaie, à leur manière, et c'est pas toujours bien réussi, mais qui essaie de se saisir d'un point de vue de gauche de la question de l'immigration. C'est pas une question qu'on peut laisser de côté. La gauche doit formuler sa propre réponse là-dessus, mais c'est pour elle un grand défi parce que elle doit le faire sans pour autant tomber dans le piège qui est de reproduire le discours de la droite. Donc, pour elle, c'est une sorte de patate chaude, je dirais. Alors, c'est évidemment une question qu'on peut pas laisser de côté, mais la gauche doit s'en saisir à sa manière. Et pour le moment, c'est un problème parce que souvent, à gauche, toute discussion sur l'immigration va être perçue comme une concession à la droite. Et donc, c'est un terrain miné pour la gauche, ce qui rend d'autant plus difficile pour la gauche de formuler sa réponse sur cette question-là. David Leroux. Voilà pourquoi je crois justement qu'on doit parler d'un populisme tout court. Je crois que la droite et la gauche doivent justement travailler ensemble aujourd'hui, transcender leurs différences traditionnelles et aller au-delà de ce clivage qui est un peu obsolète là, à mes yeux aujourd'hui, aux yeux de plusieurs d'ailleurs. Hein. Mais vous, David Leroux, tout simplement. Oui. J'écoutais Éric Martin, vous avez parlé davantage de la crise de l'immigration. Éric Martin nous parlait de crise économique et écologique. Je lui ai demandé donc s'il partageait aussi cette impression quand même que la question de l'immigration devait être abordée. Vous, est-ce que les questions économiques doivent être abordées selon vous également? Oui. Ben oui, absolument. Et écologiques? Ben oui, c'est extrêmement important. La réponse à la question écologique vient peut-être un peu de la droite protectionniste, entre autres. Le protectionnisme peut être une voie extrêmement intéressante et pertinente, justement, pour lutter contre les changements climatiques. La globalisation... Mais est-ce que c'est vraiment de droite? Jean Jaurès en parlait au début du 20e siècle. Non, c'est pas vraiment de droite. De la même façon que la question de la citoyenneté, de l'immigration et tout n'est pas non plus une question qui est uniquement de droite, en réalité. Elle peut être posée par la gauche aussi, sans problème, sans que la gauche ne fasse des concessions à la vilaine droite. Là. C'est pas ça l'idée. Donc oui, le protectionnisme... Je crois que c'est un sujet intéressant et qu'il va falloir observer dans le monde comment ces politiques-là peuvent justement aider à diminuer un peu notre consommation. Nous, en Occident, qui sommes extrêmement portés à consommer des biens peu chers, fabriqués extrêmement loin dans des pays où les conditions de travail des ouvriers sont absolument misérables et où les normes écologiques auxquelles doivent se soumettre les entreprises sont tout aussi pitoyables. Donc, le protectionnisme peut être une solution face à ça, réduire le transport des marchandises aussi. Je lisais récemment là, l'exemple d'une prune là, en France, par exemple, qui pousse avant d'être vendue, transformée dans l'épicerie voisine du verger où elle a poussé. Cette prune va être envoyée dans un pays... X pour être transformé une première fois, dans un pays Y pour être transformé une seconde fois avant d'être vendu dans le commerce voisin. Alors, on s'entend tous pour dire que c'est une absurdité sans nom, là, ce genre de commerce-là. Le protectionnisme peut justement nous permettre de consommer davantage localement, de diminuer les transports, le transport excessif, qui est une grande source de pollution, je crois. On agit pour la planète, on agit pour l'écologie, tout en
ne tapant pas constamment sur la tête du peuple périphérique là, des pays là, qui s'opposent aux centraux métropolitains qui ont accès au transport en commun et tout. Les gens qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler, puis parce qu'ils n'habitent pas à Montréal, là, ni en banlieue proche, là, ils habitent en région, ces gens-là, et qu'on leur impose des taxes sur l'essence, qu'on leur dit, là, vous êtes dans les grands médias métropolitains, ne cessent de leur dire, écoutez, là, vous êtes alors, je vulgarise, là, grossièrement, vous êtes des méchantes personnes, vous consommez du pétrole, là. Ben, alors, évidemment, les Gilets jaunes, d'ailleurs, est née avec une volonté de créer une taxe sur le diesel. Hein. C'est comme ça que c'est un peu ça a commencé. Oui, absolument. Mais, David Lehoux, ce que vous dites me fait penser à cette anecdote des 2 camions de tomates qui étaient connus dans les années 80. Racontez-moi cette anecdote, Simon-Pierre. 2 camions de tomates qui sont entrés en collision dans une route française, dans le bout de la côte du Rhône. Un provenait d'Hollande et allait livrer des tomates en Espagne, et l'autre provenait d'Espagne et allait livrer des tomates en Hollande. C'est formidable. Martin, est-ce que le protectionnisme peut être une voie de sortie? Je suis d'accord en partie avec l'idée que la faillite de la mondialisation nous ramène à un mouvement qu'on pourrait appeler néo-souverainiste ou néo-nationaliste, donc un retour à l'échelle de la souveraineté des peuples. Mais il faut être plus précis, je pense, dans la chose, c'est-à-dire que ce qui pose problème actuellement, c'est une chose bien, bien spécifique qu'il faut nommer, ce que Karl Marx appelait le mode de production capitaliste. Et donc, il ne suffit pas de revenir à une forme de capitalisme national. Il faut aujourd'hui le dire de manière la plus claire possible, nous devons changer de mode de développement. C'est ce que disait Michel Freytag, notamment dans un ouvrage qui s'appelle L'impasse de la globalisation. Il faut absolument changer notre mode de développement. Le mode actuel est basé sur le fantasme de la croissance infinie. C'est absolument impossible sur une planète finie. C'est en train de détruire le monde avec une urgence de plus en plus effroyable. On a vu dans la plupart des espèces disparues. Il y a un article qui est paru avant les fêtes là, qui disait que la majorité des animaux étaient disparus dans les derniers 40 ans. Il n'y a plus de poissons dans l'océan d'ici 2050. Les constats alarmistes n'arrêtent pas de sortir. On sait très bien que ce truc-là, au niveau écologique, ne fonctionne pas. D'autre part, au plan des inégalités sociales, elles sont plus élevées maintenant que depuis que l'OCDE les mesure. Donc, on a des inégalités les plus élevées. Donc, ni au plan social, ni au plan écologique, le mode de production capitaliste ne fonctionne. Marx l'avait déjà dit en 1848. C'est un système qui est vicié à la base. Donc, toutes les tentatives de le colmater de l'extérieur par des mesures correctives peuvent faire un temps, mais comme le disait Marx, toutes les victoires contre le capitalisme sont partielles et temporaires. Le capitalisme finit toujours par briser les camisoles de force qu'on essaie de lui imposer. Et donc, il faut que l'humanité en vienne au constat que ce mode de production doit être dépassé par autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Vaste question. Il faut que ce soit un nouveau mode de développement démocratique, basé sur le bien commun, sur le souci pour la nature, qui assure des conditions de vie décentes aux gens. Les Gilets jaunes, tu vois, pour terminer peut-être là-dessus, c'est un bel exemple du fait que les gens, là, quand on met le peuple de France dans la rue, il faut faire attention, hein, parce que quand le peuple de France sort dans la rue, comme disait un gilet jaune d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire rentrer. Donc, il faut faire gaffe à mettre les gens en colère. C'est des gens ordinaires, c'est pas des gens qui sont des manifs à toutes les semaines, ça là. Quand on finit par enrager ces gens-là, c'est parce qu'il y a un sévère problème. Donc là, le problème, c'est qu'actuellement, ces gens-là, ils sont pris à la gorge. Mon collègue le disait, je veux dire, ils essaient juste d'arriver à la fin de mois, de prendre leur voiture, d'aller travailler. C'est ce qu'on leur demande de faire, puis on leur demande maintenant de payer pour aller travailler ou de s'endetter pour aller travailler. Ça n'a pas de sens. Donc là, on voit que le système est arrivé au bout de sa logique dans l'endettement personnel. Alors là, il faut qu'il y ait une alternative. Et cette alternative-là doit être générale. C'est une alternative qui doit réorganiser non seulement l'économie, le travail, mais aussi le transport. Il faut tout repenser. Vous tombez d'ailleurs bien parce qu'un des aspects de ce système que vous décrivez et décriez, c'est le marché du travail, et ce sera précisément le sujet de la prochaine chronique juste après cet intermède musical. Restez avec nous. Alors, bon retour du congé des fêtes. Souvent, le temps des fêtes, c'est fertile en réflexion par rapport à notre vie. On fait un bilan, on prend conscience des choses qu'on souhaite améliorer ou changer. Alors, n'est-ce pas Nicolas Lessard, qui est notre chroniqueur marché du travail, qui va nous parler des réflexions professionnelles que nous avons pu avoir pendant ce temps des fêtes? Effectivement. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour, merci d'être avec nous. Parfait, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, je fais du pouce sur ce que vous disiez. Oui, c'est le moment de l'année où on se remet en question. On prend des bonnes résolutions de début d'année, faire plus d'exercices, consacrer plus de temps à sa famille, se donner plus de temps de qualité, mieux gérer ses finances, etc. Et ça arrive aussi qu'on réfléchisse à son avenir professionnel en début d'année.
Ben c'est justement, c'est une réflexion que plusieurs doivent avoir, ou en tout cas ont dû avoir pendant le temps des fêtes, ou doivent avoir aujourd'hui même, parce que nous ne sommes que le 7e jour de l'année, évidemment. Effectivement. Bonne année, d'ailleurs. Pareillement. Donc, absolument. Surtout en plus qu'aujourd'hui, un emploi, c'est beaucoup plus qu'un gagne-pain. Les gens recherchent une expérience qui leur permet de se développer professionnellement, bien sûr, mais aussi personnellement et surtout d'avoir un équilibre de vie. Donc, pour y voir plus clair, pour ma chronique d'aujourd'hui, je vous ai préparé quelques questions pour guider votre réflexion sur votre avenir professionnel. Allez-y. Alors, bien sûr, première question qui va un peu de soi. Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime mes tâches, mes mandats, mes responsabilités? Ou, si vous êtes à la recherche d'un emploi, quelles sont les tâches, les mandats, les responsabilités que j'aimerais avoir dans un futur emploi? Mm-hmm. Ensuite, est-ce que je suis satisfait de ma collaboration avec mon superviseur? Ou quel genre de collaboration j'aimerais avoir avec mon superviseur actuel ou futur? C'est une question qui est très importante parce que ça a réellement un impact sur votre travail, sur votre motivation, sur votre bien-être et aussi sur votre niveau de stress. Et comme on sait, le niveau de stress dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même une problématique récurrente là aussi sur les problèmes de santé et puis sur l'état du bien-être des gens. Dans la même lignée, est-ce que je suis satisfait de ma collaboration avec mes collègues de travail? Quel genre de collaboration j'aimerais avoir avec mes futurs collègues? Quel genre de relation j'aimerais avoir au travail? Quelle est l'ambiance de travail? Est-ce que c'est agréable pour moi d'aller travailler là-bas? C'est une bonne question à se poser parce que c'est notre quotidien. En fait, le travail, on y va parfois une quarantaine d'heures par semaine. Ça fait une grosse partie de notre vie. Donc, c'est vraiment important que ce soit agréable d'aller travailler. Autre chose, est-ce que je suis satisfait de mes conditions de travail? Le salaire, les avantages sociaux, les vacances, les congés, l'horaire de travail, la sécurité d'emploi. Quelles conditions de travail sont les plus importantes pour moi dans un emploi? Est-ce que c'est d'avoir un salaire plus élevé, d'avoir plus de congés, un horaire de travail flexible? Ça varie selon les gens, mais c'est important de savoir qu'est-ce que je recherche au niveau de mes conditions de travail. Ensuite, un élément qu'on ne réfléchit pas souvent, est-ce que mon emploi me donne de la formation et une possibilité de me développer professionnellement, de progresser dans ma carrière? Quand on sait que les gens aujourd'hui vont occuper plusieurs emplois au cours de leur vie, le fait de se garder à jour au niveau de ses compétences, d'avoir de la formation, de se développer, c'est essentiel dans un emploi dans le monde d'aujourd'hui. Finalement, quel est l'impact de mon emploi sur ma qualité de vie personnelle? Parce qu'évidemment, on a une vie professionnelle, mais on a également une vie personnelle et souvent les deux sont en interaction. Encore plus aujourd'hui avec les technologies de l'information qui fait qu'on est connecté en tout temps. Certains emplois, on s'attend que vous lisiez vos courriels avant d'arriver au travail. Donc, quel impact votre emploi a sur votre qualité de vie personnelle? Par exemple, puis je vais faire du pouce sur ce que votre invité disait précédemment, les Gilets jaunes en France, entre autres, au niveau de leur transport, qui doivent s'endetter pour aller travailler, ça a un impact incroyable sur leur vie, le fait justement d'avoir ce travail-là. Combien de temps de transport ça vous prend pour vous rendre au travail? Est-ce que vous avez du temps pour vos loisirs? Est-ce que vous avez du temps de qualité avec votre famille? Dans l'ensemble, est-ce que vous avez un bon équilibre travail, vie personnelle? C'est une question qui est fondamentale à se poser dans le monde aujourd'hui. Mais ça, j'imagine que c'est une réflexion qui va être grandement influencée par les valeurs et priorités de chacun, là. Absolument. Selon qui vous êtes, selon vos valeurs, où vous êtes rendu dans votre vie, l'importance de chacun de ces éléments-là varie. Puis même à l'intérieur d'une vie, quand on est plus jeune, on a certaines priorités, puis en vieillissant, nos priorités changent et c'est parfaitement normal. Par exemple, pour certaines personnes, le fait d'avoir une belle sécurité d'emploi, c'est plus essentiel que de gagner un gros salaire. Pour d'autres, le fait d'avoir plus de congés puis un horaire de travail flexible, c'est beaucoup plus important que le fait d'avoir un développement de carrière. D'ailleurs, en parlant des valeurs et puis des priorités de chacun, une autre question importante à vous poser. Est-ce que la mission et les valeurs de l'organisation pour laquelle vous travaillez rejoignent vos propres valeurs? Est-ce que vous aimez votre organisation? Ou sinon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour quel genre d'organisation voudriez-vous travailler éventuellement? Bref, en résumé,
L'essentiel, c'est vraiment de trouver ce qui est important pour vous, de trouver ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. C'est important aussi de se rappeler que rien n'est parfait. Ça arrive souvent, on a des cycles plus négatifs, on peut être démotivé, on peut avoir des défis supplémentaires, ça peut être plus lourd, mais malgré tout, dans l'ensemble, quand on regarde son emploi, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on a envie de continuer à avancer malgré les difficultés? Parce que tout emploi comporte des inconvénients, des frustrations, des déceptions. Il faut se rappeler qu'on est le principal acteur de sa vie professionnelle, puis c'est vraiment à vous de prendre l'initiative d'améliorer votre situation. À vous de prendre votre vie en main, en fait. Et puis, voilà, en fait, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne réflexion sur votre avenir professionnel. Merci, Nicolas Lessard. Et pour terminer, dans le cadre de votre chronique, vous allez nous fournir à chaque semaine un conseil ressources humaines du jour. Ça serait quoi votre conseil RH du jour? Oui, le concept du conseil RH du jour. Alors, mon tout premier, lorsque vous avez postulé à un emploi et que vous voulez faire un suivi de votre candidature, que ce soit par téléphone ou par courriel, s'il vous plaît, préparez-vous. Je vais vous raconter 2 anecdotes que j'ai vécues en tant que conseiller en ressources humaines dans une organisation. Donc, première anecdote, un homme m'appelle pour faire le suivi de sa candidature. Il me dit « Bonjour, je vous ai envoyé mon CV et je vous appelle pour faire le suivi. » Alors, je réponds « Bonjour, parfait monsieur, pour quel poste aviez-vous postulé? » Il me répond « Je le sais pas, je m'en rappelle plus, la job là. » Voyez un peu le genre de première impression que cette personne-là m'a faite. Donc, il se rappelait pas, il avait appliqué à plusieurs endroits, puis il savait pas laquelle le rappelait à ce moment-là. C'est à peu près ça, là. Entre autres choses, mais en fait, c'est même pas moi qui le rappelais, c'est lui qui m'appelait. Et non seulement c'est lui qui m'appelait, mais il m'appelait sans savoir de quoi il voulait me parler. Ça fait vraiment pas sérieux. En plus, à ce moment-là, j'avais plusieurs postes affichés, je recevais des dizaines de candidatures. On dirait qu'il aurait voulu que je fasse tout le travail pour lui. Trouver son CV, lui rappeler le poste, lui rappeler l'organisation. Mettez-vous à la place du recruteur, en fait, quand vous faites un suivi. Le recruteur, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui gère plusieurs embauches à la fois, puis des dizaines, voire même des centaines de candidatures. Donc, c'est important de savoir de quoi vous parlez. Je vais vous raconter aussi une autre anecdote qui va dans le même sens, vous allez voir. Donc, un autre monsieur m'appelle pour faire le suivi de sa candidature. Bonjour, je m'appelle monsieur un tel, on va l'appeler comme ça, et j'aimerais faire le suivi de ma candidature pour le poste X. Donc là, ça commence très bien. La personne sait où elle s'en va. Alors, je réponds, parfait monsieur, si vous avez quelques minutes, nous allons faire une entrevue téléphonique ensemble. Monsieur est d'accord. Première question que je lui pose, vous avez postulé chez l'organisation Y. Que connaissez-vous de notre organisation? Et là, il me répond, ben, rien. Vous savez, j'ai postulé à tellement d'endroits différents. Si je fais de comparaison, en fait, là, c'est comme s'il se présentait à un rendez-vous galant avec une personne qu'il a rencontrée sur Internet. Il se faisait demander ce qu'il a attiré dans son profil et que lui répondait, m'en rappelle plus, j'ai écrit à tellement de femmes, tu sais. J'espère que vous ne parlez pas par expérience personnelle, Nicolas Lessard. Non, fort heureusement, non. Je veux faire une comparaison pour dire, se chercher un emploi, c'est important de le faire sérieusement, puis de se consacrer vraiment, de s'informer sur l'emploi pour lequel on postule. Dans l'exemple, justement, du rendez-vous amoureux, comprenez que si vous arrivez puis vous dites à une personne en face de vous, j'ai écrit à tellement de femmes, j'ai postulé à tellement de places, je m'en rappelle plus, ça fait pas sérieux, c'est carrément une douche froide, là. Il y a des chances que ça soit plus ou moins séduisant, mais pour aider à pimper, tant qu'à utiliser le vocabulaire, hein, c'est le vocabulaire à la mode, pour pouvoir pimper notre profil professionnel, on n'a qu'à vous écouter votre chronique à chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Nicolas Lessard. Alors, vous êtes également consultant RH, vous vous lancez dans le milieu, on peut retrouver votre profil sur LinkedIn, n'est-ce pas? Absolument. Si vous voulez me rejoindre sur LinkedIn, c'est exactement ça. Et puis, je vous remercie beaucoup de l'opportunité, puis au plaisir de faire d'autres chroniques sur le marché du travail avec vous éventuellement. À la semaine prochaine. Restez avec nous après cet intermède musical. Alors, c'est maintenant l'heure de la brève chronique
chronique, éphéméride, c'est-à-dire mon chroniqueur éphéméride, Benoît Savard, journaliste et fonctionnaire à la retraite, va nous revenir, et d'ailleurs, autres détails biographiques, anecdotiques, c'est mon père également, et il va revenir sur un fait historique qui est survenu le jour même, jadis dans l'histoire. Alors aujourd'hui, 7 janvier, mais reportons-nous précisément le 7 janvier 1999, c'est le début de la procédure de destitution de Bill Clinton. Benoît Savard, vous êtes avec nous? Oui, certainement, avec plaisir. Merci d'être avec nous. Est-ce que je peux dire cher fils? Ben oui, pourquoi pas, hein? Bon, d'accord, c'est pas une première fois. On n'y reviendra pas à chaque fois. Alors, on vous écoute. Bon, ben alors, c'est assez extraordinaire, cher Simon, parce que pour moi, c'est Simon, hein. Bon, on peut s'entendre là-dessus. Voilà. Donc, oui, c'est le début du procès en destitution du président américain Bill Clinton, la fameuse procédure d'impeachment. Il y a exactement 20 ans, ce jour-ci, le 7 janvier 99, parce que, évidemment, c'est sûr qu'il y a une certaine relation avec l'actualité, avec toutes les rumeurs possibles, là, sur une telle procédure contre le président actuel, M. Trump. Mais attention, c'est une procédure qui n'est pas très simple parce qu'il faut les 2/3 des 2 chambres réunies, c'est-à-dire les représentants, la Chambre des représentants et le Sénat américain. Alors, ce qui s'est produit, effectivement, d'ailleurs, je ne veux pas perdre mon effet, là, mais ça ne s'est pas produit justement pour le président Clinton pour cette raison. Alors, à Washington, le juge en chef de la Cour suprême, William Rehnquist, et 100 sénateurs prêtent serment et amorce le processus de destitution du président Clinton. Et l'accusation de parjure et d'obstruction de l'instruction avait permis au Congrès d'entamer une telle procédure d'impeachment, ce qui est très rare quand même. Alors, le vote est strictement politique à ce moment-là, en 99, car beaucoup de sénateurs et de représentants rendent public leur intention avant même que le procès ne commence. Alors donc, précédemment, le 19 décembre, un mois plus tôt, grosso modo, les républicains avaient voté pour la destitution et les démocrates contre à la Chambre des représentants, accusés de parjure par 228 voix contre 206, donc les 2/3 y étaient, et l'obstruction par 221 contre 212, l'obstruction y était aussi. Et là, voilà, on arrive en janvier 99, il passe en procès devant le Sénat, mais la condamnation d'impeachment n'est pas votée parce que la majorité requise des 2/3 n'est pas réunie. Voilà, donc... C'est comme ça que c'est clos, cet épisode-là. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres dans l'histoire. On se souvient du cas de Richard Nixon, mais lui ne s'était même pas rendu là. Il s'était retiré avant. Il savait vers où ça s'en allait. Donc, autrement dit, ne serait-ce que parce que le Sénat est actuellement républicain, il y en a plusieurs. Puis, en fait, avant même que M. Trump ne soit investi, plusieurs rêvaient déjà de son impeachment avant même qu'il devienne président. C'est pas fait. C'est un peu ça le message de votre éphéméride du jour. Effectivement, ce serait peu probable. Et de toute façon, je crois, on ne se transformera pas ni l'un ni l'autre, nous ne le sommes, ni en expert en droit constitutionnel américain, ni en historien. Mais je crois qu'au 19e siècle, il y avait eu de telles procédures qui avaient abouti cependant. Mais jamais au 20e siècle, à ma connaissance. Ce sera à vérifier. Merci, Benoît Savard. Vous serez avec nous la semaine prochaine pour une nouvelle éphéméride. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous revenons pour le dernier segment de cette émission avec nos 2 invités, Éric Martin, professeur au Cégep Édouard-Montpetit, et David Leroux, essayiste, auteur du livre Anesthésie générale. Alors, messieurs, nous en étions, on est finalement de ce que j'avais retenu avant ces 2 chroniques, vous en étiez à dire que le monde, ça allait mal, grosso modo. Est-ce qu'on peut y voir, vous parliez beaucoup de populisme, c'est un peu le terme que vous utilisiez. Je réfléchissais en vous écoutant, est-ce qu'il y a une définition sur ce que c'est? Parce que c'est tellement un mot utilisé à toutes les sauces, qui est utilisé parfois en caricature, parfois synonyme tout simplement de démagogie. Dans les dernières années, étant donné que c'était surtout à droite que c'était classé, on le mettait comme synonyme de l'extrême droite. On disait, par exemple, le populisme, c'est le Front national et c'est Trump. Pendant longtemps, on classait ça comme ça. Là, avec Jean-Luc Mélenchon, Bernie Sanders, on s'est mis à dire, ouais, mais le populisme peut aussi être à gauche. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une volonté de revenir, de rétablir le politique sur l'économique, tout simplement, de rétablir le pouvoir de l'État, de rétablir la capacité d'agir collective, de mettre fin, finalement, à une espèce d'époque pré-politique dans laquelle on peut être? Éric Martin?
C'est une question un peu ratoureuse, mais je dirais que, bon, premièrement, il faut enlever toute connotation négative au terme populisme. C'est souvent dit de manière péjorative. Vous êtes un populiste, comme une sorte d'accusation mauvaise, alors que, historiquement, et on peut retourner là-dessus à Christopher Lasch dans Un seul et vrai paradis, par exemple, il y a toute une tradition très noble du populisme américain. Ça désigne, au fond, bon, à l'époque, c'était des partis politiques qui en appelaient aux agriculteurs et au peuple, qui voulaient réintroduire ou réimpliquer le peuple dans la politique. Donc, à la base, le populisme, c'est simplement ça. Et c'est drôle qu'il faille le spécifier, mais penser qu'on va faire de la politique sans le peuple, c'est quand même curieux, mais il y a des gens qui pensent ça. C'est un peu un déni de démocratie. Oui, c'est un grave problème. Oui. Et donc, si on en est rendu aujourd'hui à dire qu'il faut réimpliquer le peuple dans la politique. Donc, comment on peut définir, selon Mouffe, le populisme? Ben, c'est simplement de dire que on va construire un peuple. Alors, évidemment, ça peut sembler étrange, construire donc, un peuple. Donc, il n'existe pas, le peuple? Bon, ça, c'est... Pour le construire. Disons qu'il... Ça, c'est le problème de Mouffe. On pourra en discuter, mais je vais exposer ce qu'elle dit plutôt que de la critiquer. Là. Mais ce qu'elle dit, c'est que le peuple, au fond, il n'existe pas sans une représentation de lui-même. Et donc, il existe, il y a des morceaux qui traînent partout, mais il faut qu'il soit fédéré ou représenté par une idée de lui-même. Il faut qu'il soit révélé à lui-même par une image rassembleuse, on pourrait dire. Et la tâche du populisme, c'est au fond de construire cette représentation ou ce signifiant. Alors évidemment, ça va dépendre. Les populistes de droite vont construire un signifiant, généralement plutôt basé sur l'identité nationale, ce genre de choses, alors que le populiste de gauche va plutôt insister sur la justice sociale. Mais évidemment, comme on disait tantôt, mon collègue l'a bien dit, ces questions-là, pour moi en tout cas, ne sont pas séparées. Donc un bon populiste de gauche devrait être capable de faire les deux, c'est-à-dire de penser, et Mouffe le dit, à la fois l'égalité, mais aussi la souveraineté populaire. Un bon populisme de gauche devrait être capable de cesser d'avoir peur de prendre des thèmes associés normalement à la droite, de la même façon qu'un bon populisme de droite devrait cesser d'avoir peur d'avoir l'air socialiste, par exemple, à certains moments. D'où l'importance, selon moi, de gommer justement ce clivage gauche-droite aujourd'hui. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si on ne fait pas ça. Mais sur ce clivage, prenons Donald Trump, qu'on classe dans le populisme de droite la plupart du temps. Lorsqu'il a gagné, il a quand même adopté certains accès de populisme de gauche. Il attaquait Wall Street, il attaquait les élites. Il a fini par gagner grâce au Michigan, notamment, qui est un État qui avait voté pour Bernie Sanders lors des primaires démocrates. Donc, c'est d'autant plus déprimant pour la gauche américaine. Je veux dire, justement, que ce soit un candidat comme ça, qui a prétendu se faire le défenseur de la classe ouvrière puis des pauvres, ça en dit long sur l'échec de la gauche américaine. Il y a un essayiste américain qui s'appelle Mark Lella, qui a écrit The Once and Future Liberal, où il fait le constat de l'échec des liberals américains qui ont complètement largué la classe ouvrière, sont détournés de la classe ouvrière. On parlait tantôt d'une sorte de gauche urbaine, scolarisée, qui ne s'adresse plus au peuple. Et donc, si on peut faire un constat dramatique sur les États-Unis, on pourrait faire le même pour la France, et on pourrait même se regarder nous-mêmes au Québec, le danger pour la gauche, c'est toujours de finir par s'enfermer dans un discours hermétique qui ne rejoint plus le peuple. Et au fond, on pourrait juste dire que le populisme, là, c'est une autre manière de dire une chose que Marx disait déjà, à savoir que, je vais prendre une formule de Bertolt Brecht, en fait, le problème avec le peuple, c'est qu'on peut pas en élire un autre. On peut pas, il existe, le peuple, il est là, on peut pas en élire un autre. Donc, c'est avec lui qu'il faut faire les choses. Et il faut mobiliser la classe ouvrière. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens qui mobilisent aujourd'hui les classes ouvrières en politique, ce sont souvent des gens de droite, voire même dans certains cas d'extrême droite, et que la gauche semble, pour toutes sortes de raisons qui seraient longues à élaborer, incapable d'aller rejoindre ces gens-là. Donc, ceux dont c'était la tâche historique de rassembler les classes ouvrières, les classes travailleuses, les gens ordinaires, le peuple, pour essayer d'œuvrer au dépassement du capitalisme, ben on doit dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Il y a un problème très grave. Et ça participe sans doute de ce pourrissement de l'histoire que je nommais au début de mon intervention. C'est-à-dire que l'échec de la gauche n'est pas étranger au fait que nous demeurons dans cette situation qui est aujourd'hui intenable, mais néanmoins semble se poursuivre comme un mauvais film, comme Le Jour de la Marmotte, c'est-à-dire qu'on, même pire que ça, c'est-à-dire qu'on s'enfonce sans cesse dans pire. On s'en va. Christophe Guilly vient de sortir un livre qui s'appelle No Society. Très pertinent. Voilà, très pertinent géographe qui a écrit La France périphérique, qui est un concept extrêmement important. Évidemment, il parle de la France, lui, mais on peut parler cette réalité-là se vit au Québec aussi, le clivage région. Où l'espace est beaucoup plus grand qu'en France en plus. En plus, oui, exactement. Donc, le Québec périphérique en termes de kilomètres carrés est extrêmement grand, mais ce que je veux dire, c'est qu'il met vraiment le doigt sur un problème de notre temps, qui est ce phénomène de la ville globale dont je parle maintenant presque à chaque fois que j'interviens dans un média, parce que c'est un phénomène fascinant. Les grandes villes qui étaient anciennement le cœur d'un peuple
et le haut-parleur d'un peuple pour rayonner dans le monde sont aujourd'hui, en réalité, l'éponge qui absorbe l'idéologie libérale-libertaire et puis qui la diffuse ailleurs dans le peuple plus régional, plus périphérique. Peuple régional et périphérique qui parfois n'en a absolument rien à cirer de cette mode idéologique, mais qui se la voit somme toute imposée par des médias comme façon respectable, unique façon respectable de penser et de réfléchir le monde, là. Mais le philosophe Jean-Claude Michéa, par exemple, nous disait que plus vous vous éloignez des centres de développement du capitalisme, plus la vie est belle, mais plus elle est dure également. C'est un peu ça, là, finalement. C'est la réalité d'aujourd'hui. Hein? Mais c'est une chose qu'on peut peut-être dire, c'est que le défi, en fait, de la période moderne, c'était de réconcilier la liberté et l'appartenance à un monde commun. Et malheureusement, la modernité, puis la postmodernité encore davantage, c'est une société marquée par le déchirement. C'est-à-dire qu'on oppose ces deux termes-là. Soit on défend la liberté, soit on défend l'appartenance à un monde commun. Puis ça donne les débats polarisés et ridicules et unilatéraux que nous avons partout dans nos tribunes médiatiques. Des gens qui défendent l'identité ou l'appartenance contre des gens qui défendent les droits de la personne. Et on semble incapable de concilier ces deux choses-là. Et Michel Freytag, avant son décès, avait rédigé un ouvrage très important qui s'appelle « L'abîme de la liberté ». Et je pense qu'il faut aujourd'hui en parler parce que c'est un peu son ouvrage posthume, son testament. C'est une critique du libéralisme, pas au nom là d'une espèce de restriction de la liberté ou de destruction de la liberté, mais c'est une critique de la conception libérale de la liberté au nom d'une conception de la liberté qui reconnaît qu'elle a besoin d'appartenir à un monde commun. Alors, c'est le grand défi qui attend le monde. On pourrait dire depuis des siècles, comment est-ce qu'on va réconcilier la liberté et le fait d'appartenir à non seulement une communauté politique, mais à un monde que nous avons en partage et à une humanité commune. Malgré les différences de culture et de civilisation, comment est-ce que nous pouvons faire un monde commun? Et c'est le défi qui nous attend aussi cette année, mais je veux dire, c'est un vieux défi, là. Il nous attend depuis, au fond, très, très longtemps. Ça bouge pas vite. Ça bouge pas vite. Il faut avoir la patience du concept, comme disait l'égalien Gérard Lebrun. Mais tant que nous n'aurons pas résolu cette fausse polarité ou cette fausse opposition entre, d'un côté, la liberté et vous parlez tantôt de la conception libérale-libertaire, c'est-à-dire l'idée que je suis un individu hors sol, qui circule, désincarné, qui circule sans appartenir à quoi que ce soit, qui pourrait choisir ses affinités électives selon son bon vouloir. Aujourd'hui, je décide d'être ci, demain, je décide d'être ça, ou d'aller là, ou j'appartiens à rien, je dois rien à rien. On peut pas, comme disait Homère déjà à l'époque, je ne suis pas né d'un chêne ou d'un rocher, mais de parents. Et donc, on appartient à quelque chose, qu'on le veuille ou non, c'est la condition de l'humanité. Le géographe anarchiste Élisée Reclus disait lui-même qu'il y a quelque chose comme un amour normal du sol natal. L'être humain et sa condition, c'est d'appartenir. Et de là, d'en tirer une capacité d'aller vers le reste du monde. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un défi qui est important à mentionner, c'est cette réconciliation entre la liberté et l'appartenance. Donc, c'est ça qui serait en train de craquer, parce que vous avez commencé en début de cette émission avec des facteurs différents, mais vous remontez finalement à la même source, cette espèce d'idée d'un monde sans limite, d'un monde où il n'y aurait que des individus consommateurs sans frontières et citoyens du monde. Donc, finalement, vous arrivez un peu quand même à la même conclusion sur le problème, sur la nature du problème. Oui, tout à fait. Je crois que oui. Je crois qu'on a tous les deux lu Michéa, entre autres, qui fait un brillant constat là, sur le grand problème d'aujourd'hui et sur le phénomène donc de l'alliance entre la droite néolibérale et puis la gauche libertaire qui en réalité travaille pour un seul et même objectif, la dilution des identités, des appartenances et des limites en politique, des limites géographiques, des limites nationales et tout là. Donc je crois que c'est le grand problème de notre temps, c'est qu'il faut réussir à vous voyez, encore une fois, là, la gauche et la droite s'allient. Ce sont des alliés objectifs, si je peux dire, là, dans cette grande dilution, cette grande atomisation des peuples. Et puis, je crois que la gauche et la droite, qui ne sont donc la droite qui n'est pas la droite néolibérale et la gauche qui n'est pas la gauche libertaire, doivent travailler ensemble pour aller au-delà de cette alliance-là néfaste entre les néolibéraux et les libertaires. Et ça, c'est extrêmement important et ça passe, comme disait mon collègue, par le populisme. Et le populisme, oui, il y a l'élément extrêmement important, je crois, de reconnecter le peuple aux politiques. De cesser de dire que le peuple est plein de pathologies qu'on doit réfréner par divers contre-pouvoirs parce que, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait se passer si le peuple décidait
décidait, par exemple, de réduire l'immigration, horreur de fermer les frontières, disons. Quelle horreur, c'est inacceptable. Alors, il faut absolument l'empêcher de faire ça. Mais si c'est ce que le peuple veut, Seigneur Dieu, peut-être que c'est ce qu'il faut faire si on est de vrais démocrates, si je veux dire. On peut conclure peut-être sur une boutade, c'est-à-dire que George Orwell, quand on lui demandait quelle était sa position politique, il disait qu'il était un anarchiste Tory, un anarchiste conservateur. Anarchiste conservateur, si on veut. Et donc, des anarchistes, que faut-il retenir? Il faut se méfier de toute forme de pouvoir ou d'autorité illégitime. Et ça me paraît très important. On ne peut pas accepter des formes d'autorité qui sont pas rationnelles et qui menacent la liberté ou la justice ou l'égalité. Donc, ça me paraît une chose dont qu'il faut garder de l'anarchisme. Par ailleurs, que faut-il garder du conservatisme? C'est l'idée qu'on ne peut pas exister sans appartenir à quelque chose comme une société qui est inscrite dans un devenir historique et qui a son épaisseur culturelle, symbolique, politique, institutionnelle. On n'est pas né d'une cigogne. Je veux dire, on appartient à quelque chose. Nous, pour le meilleur et pour le pire, on est aujourd'hui au Québec avec tout ce que ça veut dire, à la fois de merveilleux et de triste, que d'appartenir à ce peuple qui est toujours dans l'antichambre de l'histoire, comme disait Pierre Vadeboncoeur. Donc, j'aime bien cette boutade anarchiste-conservateur de la part de George Orwell, que Michéa reprend aussi. Mais ça illustre bien, je pense, ce syntagme, cet oxymore même, anarchiste-conservateur, illustre bien le défi devant lequel nous sommes, comme je disais tantôt, de réconcilier en même temps une liberté, je dirais, qui est jalouse de sa liberté, c'est-à-dire qui ne se laisse pas enquiquiner dans des formes d'aliénation. Puis de l'autre côté, l'idée que malgré tout, l'être humain, il n'existe pas sans avoir des liens. En guise de mot de la fin rapide, j'ai envie de vous demander, vous nous faites un portrait, vous semblez pas voir d'embellie pour l'instant, vous dites le système va craquer, pourtant les révoltes populistes, ça commence à faire quand même 2-3 ans que ça commence même à se rendre jusqu'au pouvoir. En guise de mot de la fin, ça fait partie de la solution ou est-ce qu'on alimente plutôt le problème en brûlant une cartouche qui pourrait être utile autrement? David Leroux. Il faut, au-delà de se rendre au pouvoir, il faut agir comme pour les raisons pour lesquelles on s'est fait élire. Donc, si Trump se fait élire en disant qu'il va prendre le pari du peuple contre Wall Street, alors il faut qu'il le fasse vraiment. Hein. S'il ne le fait pas vraiment, oui, effectivement, on gaspille nos chances. On brûle une cartouche pour rien. Et c'est extrêmement dommage et extrêmement inquiétant pour la suite des choses parce que en réalité, on n'apaisera pas le peuple et la colère va continuer à augmenter. Et pas de politique sans conflit, mais évidemment, idéalement, le conflit reste un peu civilisé. Idéalement. Hein? Idéalement. Éric Martin? Ce qu'on voit depuis des années, c'est que ce sont des populistes de droite qui ont pris l'avance. On a vu apparaître quelques populistes de gauche, mais ils sont encore souvent marginaux ou ils sont pas parvenus à vraiment faire des changements réels. En Amérique latine, si vous prenez la Bolivie, par exemple, ou certains... Je pensais surtout à Mélenchon. Ouais. Puis même ici, regardez la situation, c'est des populistes de droite soft néolibéraux à la Legault qui ont pris le pouvoir. Moi, je m'en réjouis pas du tout. C'est une vaste problème, la CAQ. Donc... pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose comme un début de contestation. Les Gilets jaunes en sont un exemple, mais la difficulté de traduire ça politiquement par des changements dans les institutions, disons qu'on demande encore à voir. Là. C'est-à-dire qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres. Il y a du ressentiment, il y a de la contestation, il y a de la colère, mais ça ne se traduit pas encore par des changements à l'échelle de ce qui devrait être vu. Donc, il faut falloir être patient peut-être. Donc, cette option reste encore à inventer. Merci beaucoup, David Leroux, essayiste, et Éric Martin, professeur de philosophie. Un grand plaisir. Pour cette première émission, non seulement de l'année, mais première émission Point de Société. C'est un rendez-vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur les ondes de Radio-VM. C'était Simon-Pierre Savard-Tremblay. Au revoir.